il convient également d'impliquer la France, qui est complice. Il convient donc de souligner que la détérioration générale du climat social qui a débouché justement sur la crise actuelle, qui continue justement, qu'on continue d'entretenir, trouve justement son origine dans la théorie de la démocratie de l'intimidation chère à Sassou Nguesso. Où tu es avec lui, où on t'enferme, on te met en prison, on t'arrête, on t'empoisonne. C'est le cas de certains cadres qui ont été empoisonnés, moi-même d'ailleurs, où je suis obligé, contraint de faire tout le temps des contrôles pour voir comment évolue ma santé. En tout cas, cette théorie d'intimidation est le fondement d'une pratique politique basée sur la violence. Et surtout, sur son état mental instable, parce que Sassou est instable, c'est un malade mental, qui a érigé en mode de gouvernement tribalo-clanique comme mode de gouvernance faussement démocratique. Parce que Sassou a mis en place certaines institutions tout juste pour paraître, pour montrer la façade démocratique du pouvoir. En tout cas, c'est la politique de l'apartheid et du fascisme qui est le mode de gouvernement au Congo. Lorsque je vois dans certaines images, d'ailleurs que je vais vous montrer, des gens comme Strauss-Kahn, Bernard Kouchner, qui se disaient socialistes, ne sont pas les seuls soutiens, certes, du dictateur. Mais bien d'autres charognards s'invitent à la table du dictateur Sassou Nguesso pour partager le pain confisqué au peuple congolais. Il s'agit par exemple de Rachida Dati, qu'on voit souvent. On l'a vu à Oyo. Ça, ce sont des gens, justement, les franco-congolais auraient pu faire campagne contre ce genre de personnages, justement, pour qu'ils ne soient pas élus, qu'ils ne soient pas considérés dans leur pays. Des gens comme Emmanuel Valls, ce sont des gens que moi, personnellement, je bannis, je dénonce pleinement. Parce que cette politique de ségrégation ethnique et raciale est soutenue justement par certains politiciens français. Comme je l'ai dit, qui sont coupables. Ceux qui ont favorisé justement Sassou, notamment à la remise de sa dette au FMI. C'est le cas de Dominique Strauss-Kahn, qui en était le directeur en 2008. Et quand je parle de Rachida Dati, celle-là, elle a voulu étouffer l'affaire des disparus du Beach et des biens mal acquis lorsqu'elle était à la justice. Alors, nous sommes là pour dénoncer ces faits. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus. Bienvenue à toutes et à tous. Nous poursuivons donc l'évocation de notre émission sur les événements du 5 juin au 15 octobre 1997. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler comment Sassou a bénéficié du coup de main de la France pour son retour en octobre 1997. Oui. Et comme vous savez, donc je répète, c'est quoi cette émission, je la fais dans les conditions tout à fait exceptionnelles puisque je suis à l'hôpital pour justement ma rééducation cardiaque et respiratoire qui se fait pratiquement tous les 3 à 5 ans. Alors en ce moment, donc c'est une coïncidence, j'ai été appelé puisqu'il y avait une place pour que je reste à l'hôpital au moins pendant 2 à 3, même parfois 4 semaines, où on me fait plein d'examens, donc
si vous voulez, c'est un bilan général de santé. Donc il ne faut pas vous inquiéter par rapport à ces conditions, parce que comme j'avais promis que je devais vous faire cette émission, et donc j'ai commencé, je pense que nous sommes là à la 12e ou 13e émission. En tout cas, je vous parle comment Sassou a bénéficié justement de l'appui de la France pour revenir aux affaires après donc ce coup d'État. Lorsque Sassou donc revient au Congo le 26 janvier 1997, comme vous le savez bien, après avoir fait sa rencontre citoyenne à Paris, qui était un succès d'ailleurs, nous y étions, et puis il avait fait des promesses, et nous savons bien qu'après sa traversée du désert marqué par son exil donc politique en France, il avait sillonné diverses parties du territoire, donc au retour. Donc son escale à Ouando donne lieu à un épisode dramatique le 10 mai. Je vous ai déjà relaté cela tout au début, justement, je crois que c'était à la 3e émission. Avant l'arrivée donc de Sassou, il faut dire, dans cette localité du Congo, après annonce menée tambour battant, le député du Rassemblement pour la démocratie et le développement, c'est-à-dire RDD, de Jacques Yombi Opango, donc à Ouando, son représentant donc c'était Jacques Okoko, il avait décrété qu'il ne serait jamais question pour Sassou Mboshi d'être transporté en Amak, c'est-à-dire en Tupoi, dans la ville de Mariangwabi, assassinée par lui, et où d'ailleurs le PCT n'a jamais obtenu le siège du député. Selon donc Jacques Okoko et puis tous les partisans du RDD. La tension est montée d'un cran, et cette tension qui monte va prendre fin avec la mort de militaires Kouyo abattus par la garde de Sassou. À côté donc de Pascal Lissouba, Sassou Nguesso est un monstre, un génocidaire, auteur des crimes d'une ignominie inqualifiable, innommable et inacceptable. S'il est vrai que Pascal Lissouba, Premier ministre en 1965, sous le régime monopartiste de Massamba Deba, il avait institué le socialisme scientifique, mis en place les premières milices entraînées par les Cubains et inauguré les assassinats politiques, il n'en demeure pas moins que le régime de Pascal Lissouba avait plus ou moins un visage plus humain. Mais il a cédé malheureusement aux appels du pied du général Yombi Opango, de Mbéry Martin et d'autres carnassiers qui voulaient en découdre avec les populations du Poul, qui avaient aveuglement suivi Bernard Kolela. Il faut le dire. Donc Pascal Lissouba et Bernard Kolela sont donc à l'origine des premiers affrontements fratricides entre les ressortissants du Poul et ceux des pays du Niari. Donc c'est une guerre civile qui a fait de nombreuses victimes, vous souvenez-vous, lorsque Lissouba a inauguré donc les bombardements des quartiers populaires en 1993-1994. D'abord, j'ai quitté Kinshasa, où j'étais conseiller juridique du gouverneur de la ville de Kinshasa, Mungulu-Diak. Lorsque je rentre à Brazza, fin décembre, parce que je suis rentré à la veille de Noël, il y avait la calmie, parce que lorsqu'il y a eu justement cette guerre, les bombardements, je me trouvais à Kinshasa. Je suivais ça de loin, je voyais comment ça se passait de l'autre côté, puisque l'immeuble où je vivais, j'étais non loin du bord du fleuve Congo, là où m'avait effectivement logé le maire de Kinshasa, le bourgmestre Mungulu-Diak.
En tout cas, ces massacres ethniques de 1993-94 ont inspiré Sassou Nguesso, qui redoutait sa marginalisation en tant qu'infime entité nationale d'Oyo. La désinformation, le mensonge, la manipulation des médias, l'appui de certains milieux nationaux et internationaux aux manœuvres de Sassou Nguesso en exil ont poussé beaucoup de gens à le soutenir pour reprendre la main et asseoir la démocratie. Ça a été également mon cas lorsque, effectivement, de 1995 jusqu'en 1997, on s'est retrouvé à Brazzaville, à Paris. Il a fallu justement qu'on soutienne Sassou qui avait en ce moment-là des bonnes intentions, croyant qu'il était aguerri. On s'est fait avoir en le soutenant, justement, persuadé qu'il avait changé. Aujourd'hui, on peut dire que les prestations des charognards sur la carcasse du Congo sont lourdement facturées afin d'ignorer les crimes de Sassou Nguesso. Et oui, c'est ça, parce que ce sont les Occidentaux qui soutiennent Sassou, qui ignorent justement les crimes que Sassou commet au Congo. Au sein de la population, de nombreuses personnes d'ailleurs ont été enlevées, assassinées ou victimes de malaise tombant d'inanition. Il s'agit par exemple de nos anciens ou des gens de ma promotion qui aujourd'hui sont à la retraite, qui n'arrivent pas à toucher leur pension, ou même les fonctionnaires avec leur salaire de misère, alors que les officiers corrompus, certains éléments de la tribu, ils ont des salaires 5, 10, 15 fois, parfois même 20 fois plus que le salaire moyen au Congo, le strict minimum. Sassou Nguesso a adopté la stratégie qui vise donc à laisser affamer, à laisser sans soin et enfin à laisser mourir les Congolais qui ne bénéficient pas de ses faveurs. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. C'est beau comme un camion. C'est beau comme un camion. Et ça roule plus vite. Plus vite. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Mais il faut comprendre dans cette affaire-là, ce sont les affairistes dirigeants français qui apprécient avec indifférence la situation actuelle d'extrême pauvreté et de terreur au Congo, en continuant de soutenir Sassou Nguesso, où le langage de la France n'est pas clair, même si aujourd'hui Jean-Paul Tedga nous a bien évoqué le dernier voyage de Sassou. Mais cela ne nous rassure pas, parce qu'au sein de la population, de nombreuses personnes continuent d'être enlevées, assassinées, victimes, justement, comme je l'ai dit, victimes de malaise, tombant d'inanition, comme je l'ai dit. Donc, Sassou Nguesso, en prenant cette stratégie d'affamer le reste des Congolais, c'est une façon justement de les mettre à genoux. La communauté internationale, celle des affairistes, notamment dirigeants français, apprécie avec indifférence la situation actuelle du Congo. C'est pour cela qu'ils soutiennent Sassou, notamment Total Energy, qui vient renflouer les caisses de Sassou. Sassou, c'est un panier troué, vous ne pouvez pas mettre des fruits, ils vont tomber. Sassou, c'est comme un poisson qu'on ne peut pas manger parce qu'il a pourri de la tête. Et on jette le reste. Vous comprenez? Donc, moi, je crois qu'il faut faire très attention. Il faut bien expliquer la situation du Congo. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, la guerre aux poules, qui a été bien une agression caractérisée, que nous pouvons prouver, donc prouvable, il convient également
d'impliquer la France, qui est complice. Il convient donc de souligner que la détérioration générale du climat social qui a débouché justement sur la crise actuelle, qu'on continue d'entretenir, son origine dans la théorie de la démocratie de l'intimidation chère à Sassou Nguesso. Où tu es avec lui, où on t'enferme, on te met en prison, on t'arrête, on t'empoisonne. C'est le cas de certains cadres qui ont été empoisonnés, moi-même d'ailleurs, où je suis obligé, contraint de faire tout le temps des contrôles pour voir comment évolue ma santé. En tout cas, cette théorie d'intimidation est le fondement d'une pratique politique basée sur la violence. Et surtout, sur son état mental instable, parce que Sassou est instable, c'est un malade mental, qui a érigé en mode de gouvernement tribalo-clanique comme mode de gouvernance faussement démocratique. Parce que Sassou a mis en place certaines institutions tout juste pour paraître, pour montrer la façade démocratique du pouvoir. En tout cas, c'est la politique de l'apartheid et du fascisme qui est le mode de gouvernement au Congo. Lorsque je vois dans certaines images, d'ailleurs que je vais vous montrer, des gens comme Strauss-Kahn, Bernard Kouchner, qui se disaient socialistes, ne sont pas les seuls soutiens, certes, du dictateur. Mais bien d'autres charognards s'invitent à la table du dictateur Sassou Nguesso pour partager le pain confisqué au peuple congolais. Il s'agit par exemple de Rachida Dati, qu'on voit souvent. On l'a vu à Oyo. Ça, ce sont des gens, justement, les franco-congolais auraient pu faire campagne contre ce genre de personnages, justement, pour qu'ils ne soient pas élus, qu'ils ne soient pas considérés dans leur pays. Des gens comme Emmanuel Valls, ce sont des gens que moi, personnellement, je bannis, je dénonce pleinement. Parce que cette politique de ségrégation ethnique et raciale est soutenue justement par certains politiciens français. Comme je l'ai dit, qui sont coupables. Ceux qui ont favorisé justement Sassou, notamment à la remise de sa dette au FMI. C'est le cas de Dominique Strauss-Kahn, qui en était le directeur en 2008. Et quand je parle de Rachida Dati, celle-là, elle a voulu étouffer l'affaire des disparus du Beach et des biens mal acquis lorsqu'elle était à la justice. Alors, nous sommes là pour dénoncer ces faits. Parce que par ruse démocratique, Sassou Nguesso organise tout le temps des élections avec une opposition de façade. De nombreux commencent à s'agiter pour dire qui va aller aux élections, qui va accompagner Sassou. Mais c'est un accompagnement, vous ne trouverez rien. La seule chose que Sassou peut faire, c'est libérer les prisonniers politiques, à qui il a fait écoper plus de 20 ans pour rien. Qu'ils sortent, que les exilés qui sont à l'extérieur, tout le monde rentre. Et comment exiger les Français, justement, qu'il y ait une table ronde, qu'il y ait un véritable dialogue qui s'éloigne de la vie politique. Parce que nous savons très bien, quelles que soient les élections qu'il va faire, Sassou Nguesso, il gagnera toujours les résultats. Les élections sont connues d'avance, en faveur d'un dictateur protégé donc par une certaine France, peu soucieuse de la misère et de la pauvreté des Congolais, obligés donc d'envahir certains pays, notamment l'Europe, pour espérer la liberté et un meilleur vivre, comme on dit. Comment les pays qui ont dénoncé et combattu la ségrégation raciale en Afrique du Sud et qui ont soutenu l'action de Nelson Mandela approuvent-ils les mêmes pratiques clanico-tribales et la politique d'apartheid en vigueur au Congo? C'est ce qu'on ne comprend pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas les Bernard Kouchner qu'on appelle le monde selon cas, puisqu'on a documenté beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est l'enquêteur et écrivain, je crois Pierre Péan, qui avait écorné l'image de Bernard Kouchner, le chantre de l'humanitaire.
et qui aujourd'hui soutient Sassou Nguesso, soutient les dictateurs, on le voit partout. Payan l'a accusé d'avoir mélangé les gens entre ses activités publiques et privées en Afrique et l'obsession de Bernard Kouchner vis-à-vis du génocide. Mais nous savons très bien qu'au Congo, je me souviens bien, les indignés l'avaient interpellé lors de la cérémonie de l'entrée au Panthéon de Madame Simone Veil. Je me souviens bien. Le jeune Nitou Roland l'avait fustigé. Et il avait dit qu'il n'y avait pas de génocide au Congo. Quel menteur! Je me souviens bien donc, lorsque Pierre Péan, pour près de 4 600 000 euros, au Gabon du président Omar Bongo, au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, de 2004 à 2007, sous forme de conseil, Bernard Kouchner a reçu beaucoup d'argent. Mais Bernard Kouchner, il n'a pas reconnu le génocide au Congo. Bernard Kouchner a fustigé d'ailleurs les membres justement de l'association congolaise, les indignés 242 du Congo au Panthéon. Comme je l'ai dit, le 1er juillet 2018, je me souviens bien, ça fait déjà 7 ans bientôt, lors du transfert des restes de Simone et Prosper Veil, il n'y a pas eu génocide au Congo, avait-il lancé. Alors Kouchner a failli à sa mission de sauveteur des faibles, en ne réclamant pas un corridor humanitaire dans le Poul, et en niant le génocide du Poul. Il a été pris en flagrant délit de bidonnage. Alors, Pierre Péan nous révèle d'ailleurs, à propos de Bernard Kouchner, qu'il a fait au Biafra, dans les Balkans, en Érythrée, en Irak, pratique d'un tri entre les bons et les méchants. Les victimes et bourreaux, les Tutsis du FPR ont été classés bons. Les Hutus méchants, génocidaires, émules des nazis. Alors vous voyez, vous comprenez, quand Sassou s'approche des gens comme ça, comment ne pas s'allier au tyran Paul Kagame? On comprend bien. C'est quelqu'un, peut-être que je ne connais pas directement, mais il avait pris mon patron de thèse, justement, après ma soutenance de thèse, comme conseiller juridique à son cabinet lorsqu'il était à l'action humanitaire. C'est dans ce sens-là, justement, je veux revenir sur cette notion d'ingérence qui est tirée de ma thèse. C'est moi qui ai proposé ça. Et mon patron de thèse, justement, a mené cette idée à Bernard Kouchner, qui a voulu faire de lui Monsieur French, c'est pas quoi là, docteur K et tout ça, alors qu'on sait qu'il était incapable. Bernard Kouchner, le French donc docteur, qui a trahi ses convictions et son engagement pour le droit et le devoir d'ingérence en matière des droits. Parce que cette notion vient de moi, c'est ma thèse. Et oui, c'est un Africain qui a donné cette notion de droit et devoir d'ingérence, justement, ce qui m'a valu également parmi les points qui m'ont valu d'être le premier spécialiste francophone en droit international des droits de l'homme, parce qu'effectivement, il faut comprendre, le droit international des droits de l'homme est une nouvelle branche du droit qui a été initiée par Karel Vazak, aujourd'hui décédé. Et Karel Vazak, il était directeur de la division des droits de l'homme et de la paix à l'UNESCO. Il a fait partie du jury de ma thèse et notamment le rapporteur. Et lorsqu'il était le rapporteur, effectivement, en ce moment-là, le droit international des droits de l'homme n'existait pas encore parce que on l'a mis en place, en fait, il l'a mis en place parce que tous les instruments internationaux qui étaient contraignants étaient entrés en vigueur. Il s'agit donc de la Charte internationale des droits de l'homme, où il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui n'est pas un instrument contraignant, mais à côté des différents pactes internationaux relatifs aux droits, d'abord civils et politiques, et économiques, socioculturels, et les pactes, c'est ceux-là qui font partie de la Charte internationale des droits de l'homme. Dès l'instant où cette charte est entrée en vigueur, et que l'individu pouvait rester en droit,
et que l'individu était reconnu comme sujet du droit international, c'est en ce moment-là que naquit, justement, qu'on a institué le droit international des droits de l'homme pour ceux qui voulaient bien comprendre pourquoi j'étais le premier spécialiste francophone en droit international des droits de l'homme. Parce que lorsque j'ai soutenu ma thèse, en mars 1986, en fait, le droit international des droits de l'homme n'existait pas. Donc, celui à qui on l'attribuait en premier, c'était moi. Et les notions évoquées dans ma thèse concernaient effectivement le développement du droit international en matière des droits de l'homme. C'est là où cette notion que je propose du droit et devoir d'ingérence en matière des droits de l'homme et qui pouvait effectivement permettre de battre en brèche la notion que brandissaient les États socialistes, c'est-à-dire les États communistes comme l'URSS et autres. La non-ingérence, le principe de non-ingérence, c'est quoi? C'est massacrer les gens et vous ne vous occupez pas des gens qui sont massacrés à l'intérieur. Donc en fait, c'était ça le fondement. C'était donc par expérience, venant d'un État qui se disait socialiste, c'est-à-dire le Congo-Brazzaville, et qui était un État, peut-être pas satellite, parce que les États satellites, on les connaissait, c'était la Roumanie, l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique, il y avait donc l'Albanie, tous ces pays de l'Europe de l'Est là, hein, qui aujourd'hui sont devenus pratiquement des États indépendants que le dictateur Poutine veut récupérer pour instaurer son empire des malfaiteurs, l'empire de ceux qui ne veulent pas favoriser justement les libertés, le développement des droits de l'homme. Voilà, bon, ça c'est une parenthèse que je tenais à ouvrir et à refermer. Mais en tout cas, je voulais revenir sur justement Bernard Kouchner, cet homme de gauche qui était à l'action humanitaire. En tout cas, il a eu comme conseiller justement le brillant professeur Mario Bettati, qui était mon directeur de recherche, devant qui j'ai soutenu donc la notion de droit et devoir d'ingérence en matière des droits de l'homme en mars 1986 lors de ma soutenance de thèse à Paris 11. Je pense que le professeur émérite Mario Bettati doit se retourner dans sa tombe. Lui, en tant que conseiller de Bernard Kouchner, avait fait adopter à l'ONU 2 résolutions sur le droit et devoir d'ingérence. Et je demande d'ailleurs à ceux qui sont curieux de consulter Google ou même de voir l'IA. En demandant le droit et devoir d'ingérence, on leur parlerait effectivement de cette notion qui a été attribuée justement, je dirais, par erreur à Bernard Kouchner, parce que c'est que Mario Bettati, qu'on attribue régulièrement à Mario Bettati. Moi, je n'en disconviens pas, c'était mon patron de thèse, c'est de commun accord que nous avons accepté que cette notion devait être valorisée. Et moi, étant le premier spécialiste francophone dans ce domaine, et j'en fais également la promotion, même si parfois on est incompris. Alors aujourd'hui, on se dit, celui qui a fait adopter ces 2 résolutions, le droit et devoir d'ingérence, il est incapable de soutenir ces résolutions. On ne serait pas dans des guerres, comme je l'ai dit précédemment. On ne serait pas dans les guerres parce que la France n'a pas tenu sa parole. On a vu. C'est vrai que c'était sous Mitterrand. Et Mitterrand nous a compris. Parce que nous avons été aussi à l'origine du sommet La Baule. Il faut le savoir. C'est dans cet élan-là où nous avons été très actifs, où nous avons traité, fustigé au micro justement de la télévision suisse romande, ici en Suisse, où nous avons eu une tribune, une belle tribune. Il y a eu la tribune de Genève aussi qui relayait nos messages. Et du coup, le monde et parfois Radio France Internationale, au moment où cette radio était plus ou moins impartiale. Mais bon, maintenant, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on puisse dire certain nombre de choses, parce que la preuve en est que mon livre que j'ai publié, il n'y a pas eu d'écho sur dirais-je, ce média. En tout cas, pour moi, Bernard Kouchner,
n'est devenu qu'un complice des dictateurs. Parce que pense aujourd'hui le docteur Kouchner face au criminel Sassou Nguesso? Parce que pour moi, il a oublié le droit d'ingérence qui est la reconnaissance pourtant du droit des États de violer la souveraineté nationale d'un autre État. C'est ce que je dis toujours, en cas de violation massive des droits de l'homme, de la personne humaine. Lorsque je propose cette notion, il n'y avait pas encore la Cour pénale internationale. On était en discussion de cela parce que j'ai fait partie justement des structures, notamment le CIRAC à Genève et la Task Force des droits de l'homme à Genève. Nous avons beaucoup travaillé pour que la société civile influe sur ce qu'on appelle aujourd'hui les statuts de Rome, qui ont été adoptés en juillet 1998. Il faut le dire, c'est le travail que nous avons mené. Et il y a eu un recul, parce qu'il y a eu une période où l'Afrique pouvait décoller. C'est au moment où Mitterrand avait lâché. Parce que je dis aussi aux gens qui nous suivent, par exemple, ce qu'on appelle les principes de Paris qui ont été adoptés à Paris, qui mettaient en place les commissions nationales des droits de l'homme. C'est les institutions nationales des droits de l'homme dans chaque pays. C'est une résolution qui est partie de Paris et nous avons tenu cette réunion grâce justement à Michel Rocard, qui était à l'époque Premier ministre. Et Jospin était ministre de l'Éducation nationale. Je crois que Mélenchon devait être aussi au gouvernement en tant que ministre de l'Enseignement professionnel. Donc, je connais bien Madame Mitterrand nous a beaucoup aidés, qui était avec France Liberté, son association France Liberté. À l'époque, la France était plus active sur les questions des droits de l'homme et des droits humanitaires. Parce que nous étions très actifs. C'est pas cette jeunesse d'aujourd'hui qui s'aligne d'un côté sans s'appuyer sur les principes. Il faut s'appuyer sur les principes qui sont là. C'est ça qui va permettre de mettre en difficulté les Occidentaux et notamment ces puissances qui soutiennent les dictatures. Et moi, je le dis, et je termine justement par là, en disant, ne nous faisons pas berner. Ne nous faisons pas berner. Nous allons bâtir notre Afrique, notamment pour nous Africains, l'Afrique aux Africains, en fonction du texte qui est fondamental, le texte majeur que j'appelle la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Il faut lire les dispositions qui sont contenues dans les articles 19 à 25. C'est ça qui vont bâtir l'Afrique. Ce n'est pas en allant chercher des gens, couverture, des dictateurs et tout, ceux qui bandent les muscles sans comprendre les notions de droit, ils vont être frappés demain. Il faut qu'ils associent leur peuple et que le peuple revendique les droits et leurs devoirs et on va construire l'Afrique. Sassou veut nous imposer une nouvelle élection frauduleuse alors qu'on lui a dit d'arrêter. Et qu'il y a quand même des gens qui continuent de l'applaudir ou de l'encourager dans cette bêtise. Il n'a qu'à libérer les gens. Pour le moment, ce que nous exigeons, première des choses, qui libère les prisonniers politiques qui sont là. Et surtout qu'on n'oublie pas de faire soigner Bouiti, la fille, qui sorte. Sinon, nous allons le pleurer, comme j'ai dit, comme on a eu pour Kalakala, Chikambou et puis Maître Hervé Ambroise Malunga. Au moins, je suis comme un véhicule qui passe à la révision, on sait quelles sont les pièces qui ne vont pas, quelles sont les pièces qu'il faut changer. Et c'est ce que je recommande aux Congolais, de faire des examens tout le temps pour voir l'état de leur santé. Merci beaucoup, donc à bientôt. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, la quête des hospitaliers. Passez votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles.